je suis très contente aujourd'hui d'être là pour partager mon sujet de thèse qui traite de l'impact des avatars virtuels IA dans l'image de marque des startups. Ce sujet pour moi est un peu au cœur de mes aspirations professionnelles dans l'avenir en tant que brand content manager et également sur le fait que les avatars virtuels IA, en tout cas, j'ai découvert qu'ils étaient fascinants. Donc, avant de se lancer sur le sujet, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que selon vous, les les avatars virtuels IA auraient-ils un taux d'engagement supérieur aux influenceurs humains? Vous veuillez me Dans le, répondre dans le futur ou aujourd'hui? à ce jour actuel. Non, pour l'instant, c'est inférieur, mais ça sera peut-être supérieur un jour. Ok. Par rapport aux données que j'ai eu à recenser, c'est au fait à ce jour, ils ont un taux d'engagement qui est supérieur aux influenceurs humains. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser là-dessus. C'est Et quoi ta donc, avant de... source? C'est quoi ta source pour dire ça? C'était Hype Editor, que je vais montrer plus tard. Et donc, avant de se lancer sur le sujet, je vais laisser parler la présidente, en tout cas que j'ai nommée, des avatars virtuels qui vient se présenter là tout de suite. Bienvenue à la soutenance de Bénédicte et explorer avec elle mon univers des avatars virtuels IA. Donc, au sujet de ma soutenance, ma problématique se formule de la sorte, entre réalité et virtualité. Quel est l'impact de l'intégration des avatars virtuels générés par l'IA dans la gestion de l'image de marque des startups? Pour quelles raisons j'ai choisi les startups? En premier lieu, c'est d'abord parce que ces jeunes entreprises intègrent un marché compétitif dans lequel également elles cherchent à se différencier donc à se démarquer des entreprises qui sont déjà existantes afin d'assurer leur survie ainsi que leur croissance économique. En parallèle, le temps de captation moyen sur les réseaux sociaux est environ de 2 secondes. Donc, est-ce que les avatars virtuels pourraient peut-être permettre à résoudre cette problématique? Par ailleurs, il y a également les ressources qui sont limitées en termes de ressources humaines et financières auxquelles elles font face, qui les contraignent en termes de réalisation, que ce soit sur le plan technique ou créatif. À noter également que sur le plan de la trésorerie, qui est assez sensible, car selon le baromètre Startup EY, près de 74% des startups ne parviennent pas à dégager de bénéfices. Ainsi, pour répondre, en tout cas réfléchir autour de la problématique, on va d'abord se tourner sur trois grands points. Les deux qui vont en premier parler des avatars virtuels et des startups, et ensuite du challenge, en tout cas autour du métier de Brand Content Manager. Et nous allons conclure cette présentation avec des recommandations qui seront formulées sous forme de démarches à suivre. Donc, commençons avec ce qu'il faut savoir sur les avatars virtuels IA. Déjà, le terme avatar existe depuis des siècles dans la religion hindoue, dans laquelle, en fait, ils définissent l'avatar comme étant une représentation d'une divinité qui descend sur Terre dans son apparence terrestre. Dans les années 1974, le mot avatar vient prendre un peu plus son sens dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, dans lequel en fait les joueurs devaient narrer une histoire fictive dans laquelle ils se voyaient attribuer des rôles pour pouvoir survivre dans un monde qui était imaginaire de guerriers. Et 5 années plus tard, il y a eu l'apparition du coup des premiers jeux vidéo dans un monde virtuel ou alors, on a pu pouvoir associer le mot avatar et virtuel dans le jeu, par exemple, Avatar. Et ainsi, c'est ainsi que nous définissons les avatars virtuels comme étant une représentation numérique d'un humain dans un univers qui est virtuel. Et pour ce faire, on a déjà la connaissance des avatars du métavers que nous connaissons déjà un tout petit peu dans les années auparavant, et également les avatars virtuels du coup IA qui prennent vraiment plus de l'ampleur à ce jour. Heu, donc leur différence, se joue déjà sur le point de vue technologique, car les avatars virtuels IA, utilisent principalement, en tout cas l'intelligence artificielle générative pour se créer et ainsi se mouvoir. Par ailleurs, il y a également, l'intégration dans les univers virtuels, car pour les avatars virtuels du métavers, ils s'animent et ils sont plus interactifs dans leur univers qui est, le métavers.
Par la suite, il y a également l'identité numérique qui peut être authentifiée et vérifiable de l'avatar virtuel du métavers grâce à la NFT. Ensuite, il y a également le coût qui est associé à la gestion de l'avatar virtuel qui est beaucoup plus accessible pour un avatar virtuel IA. Ainsi, pour finir, le mouvement qui est beaucoup plus flexible pour l'avatar virtuel du métavers grâce à sa technologie ou certains capteurs qui peuvent être maîtres sur un humain. Et donc, si on souhaiterait utiliser ces avatars virtuels, il faudrait qu'on réfléchisse également sur ce que ça va changer dans notre société, que ce soit sur le plan environnemental, socioculturel, professionnel et juridique. Pour commencer sur le plan environnemental, on va se pencher sur l'étude réalisée par Hugging Face et l'Université de Carnegie-Mellon, dans laquelle ils ont eu à ressortir comme quoi la consommation de l'IA générative était énergivore, car pour générer des images, si on prenait 1000 prompts, ça serait équivalent à une recharge complète de 950 smartphones. Et en termes d'entraînement de ces modèles, si on prend par exemple la base de données d'Engie sur la consommation moyenne annuelle d'un individu en France, on serait autour de 2223 kilowatts en moyenne par an, ce qui serait équivalent à presque la consommation annuelle de 195 à 579 individus en France. En termes d'émissions de carbone, du coup, on serait autour d'une génération pour une génération de 1000 images, ça serait équivalent à la circulation d'une voiture à essence de taille M sur environ 7 km. Pour finir, en termes d'entraînement des LLM, pour l'émission de carbone, ça serait pour 30 tonnes de CO2, ça serait équivalent à 60 vols aller-retour New York-Londres. Ainsi, pour finir, la consommation en eau serait équivalente à 500 millilitres utilisés pour 5 à 50 requêtes, dont le volume est variable selon la saison et la zone géographique des data centers. Sur le plan sociétal, on pourrait déjà remarquer qu'en politique, il y a les apparitions d'acteurs politiques tels que Victoria Shi, qui est en fait la porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Ukraine, qui a été créée dans le but de pouvoir permettre aux diplomates de mieux gérer leur temps ainsi que leurs ressources financières. Et en parallèle, on a pu également constater des risques de désinformation et de fake news dus à la création d'avatars qui ressembleraient aux acteurs politiques connus. En termes de relations sociales, il y a l'apparition de nouvelles célébrités, plus connues sous les qualificatifs d'influenceurs virtuels. Également, l'apparition des plateformes telles que EO After AA, qui en fait permet de pouvoir discuter de manière, en tout cas jusqu'à ce que l'on le souhaite, avec des êtres chers qui nous ont quittés. Et on peut du coup toujours discuter avec eux. Et également, on voit l'apparition des réseaux sociaux IA, tels que Butterfly AA, qui est un peu un Instagram, si je peux le dire pour l'illustrer, qui permet du coup à ce que les IA et les humains coexistent ensemble et interagissent de manière assez fluide. Et pour finir, il y a également l'apparence virtuelle. Soit on peut le constater sur les réseaux sociaux que des personnes ont une apparence, en tout cas, qui n'est pas similaire à celle qu'ils ont dans la vie réelle, ou encore la possibilité d'avoir des copains ainsi que des amis en ligne qui sont pour eux aussi virtuels. Sur le plan des métiers, il n'y a pas des chiffres, en tout cas des données claires sur ce que les avatars virtuels vont pouvoir un peu changer. Mais si on se penche sur la donnée qui a été ressortie par l'OCDE concernant l'IA générative, on serait autour de 27% des métiers qui peuvent être remplacés. On peut par exemple se pencher sur l'humanisation, par exemple, du service client avec les avatars virtuels. Donc, on passerait à des chatbots qui seront plus réactifs et plus humains. Également, sur le plan de la création de nouveaux, en tout cas la sortie de nouveaux artistes, sur le plan aussi du journalisme, ainsi que des formateurs et des enseignements virtuels. Sur le plan économique, on voit par exemple la valorisation de certaines sociétés technologiques qui viennent booster le marché financier, telles que Nvidia, et également la possibilité de vendre son identité
humaine afin de pouvoir le cloner et de le mettre en accès sous licence dans les plateformes dédiées telles que Agen. Également, la monétisation des influenceurs virtuels pour des collaborations commerciales. Par la suite, la création d'entreprises spécialisées dans l'IA générative et également l'investissement à des nouvelles technologies. Et pour finir, la création de nouveaux postes qui seront plus spécialisés du coup sur la création de contenu avec l'IA générative. Sur le plan de l'apprentissage et de la formation, si on se penche d'abord sur le côté scolaire et académique, on se pencherait d'abord sur l'étude menée par Opinionway, dans laquelle il ressort que 45% des jeunes Français de 16 à 25 ans déclarent avoir des difficultés d'apprentissage qui ne sont pas considérées. Ainsi, les avatars virtuels peuvent être utilisés pour permettre à avoir, en tout cas, des cours immersifs, à avoir un apprentissage personnalisé et également un soutien pédagogique flexible par rapport aux handicaps ou aux difficultés de chacun. Dans le cadre professionnel, on va se pencher sur Guy Hockey, dont on voit son président Stéphane Fries qui a cloné son apparence humaine afin de pouvoir former l'ensemble de ses collaborateurs. Ce qui est assez intéressant de voir et un peu stressant de voir son chef en train de nous passer des cours bien qu'ils ne soient pas réels. Et par ailleurs, il y a également la communication interne ou externe dans lesquelles on peut pouvoir utiliser les avatars virtuels. Dans le cadre juridique, on le sait un peu tous que la loi a parfois du mal à suivre la technologie parce que la technologie, elle avance très, très, très vite et on peut le voir que presque, en tout cas, à chaque fois, on regarde que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des revues, qu'il y a des nouvelles avancées technologiques autour des avatars virtuels, tant sur la réalisation des vidéos ou encore sur la réalisation d'images. Et donc, pour ce faire, on peut d'abord se tourner sur la loi AI Act qui va entrer en vigueur d'ici 2025, en tout cas 2026. Il n'y a pas de texte clair sur les avatars virtuels, mais on pourrait se pencher sur le chapitre 2 de l'article 5 des catégories de systèmes d'IA interdits. En premier interdit, il y a par exemple l'interdit de manipuler ou de tromper son audience pour entraver la prise de décision. Également de pouvoir d'exploiter des informations discriminatoires telles que ceux liés aux handicaps, à l'âge ou le côté racial. Également d'utiliser des images qui vont être collectées sur Internet ou dans les vidéosurveillance sans le consentement de l'individu, par exemple pour créer un avatar virtuel qui porterait en tout cas les traits d'X ou Y personnes. Et pour finir, la catégorisation biométrique sur des critères raciaux et d'orientation sexuelle. Ça, c'est plus précisément pour le cas des avatars interactionnels. Et toujours dans le cadre juridique, il y a des questions qui se tournent autour de la question de la propriété intellectuelle, qui est du coup de ce fait comment est-ce que un créateur, en tout cas, comment est-ce qu'une entreprise pourrait en fait avoir des droits et avoir un peu l'exclusivité de l'avatar virtuel. Il y a plusieurs réflexions qui peuvent se porter, aussi bien sur le droit à l'image des personnalités, également sur le droit d'auteur. Mais moi, je me pencherai plus sur le droit de marque parce que pour ma part, il permet en fait aux entreprises d'inscrire l'avatar virtuel IA comme un produit ou service numérique de la marque. Et cela va leur permettre de conférer en fait à l'avatar virtuel une protection numérique de 10 ans qui pourrait être renouvelable. Également une monétisation dans l'utilisation d'avatars virtuels. Par la suite, de pouvoir clarifier les droits d'utilisation, que ce soit d'un point de vue interne, mais aussi pour d'autres utilisations avec des partenaires externes. Et pour finir, de pouvoir reconnaître de l'investissement qui aurait été injecté sur le plan créatif et financier dans le développement de l'avatar virtuel. Dans le cadre éthique, ça serait vraiment tourné sur la morale. Donc, il faudrait mettre au cœur l'audience et penser en tout cas à leur intérêt et comment dire, à être assez loin
de tout ce qui va être manipulation et manque de transparence. C'est pour cette raison que le cadre éthique va se formuler sur différents points, tels que la transparence et l'explicabilité, dans laquelle, en fait, on invite les marques à pouvoir signaler l'existence ou la nature du personnage dans les vidéos, à être transparent dans les traitements de données, dans les cas des avatars qui sont interactifs et donc qui collecteraient de la donnée. Également de pouvoir présenter les fonctions de l'avatar virtuel afin que l'on sache quel rôle il joue au sein de l'entreprise. Également, veiller aux données d'entraînement pour éviter des stéréotypes sociétaux ou des inégalités raciales ou des genres. Également de définir une personne physique ou morale qui pourrait s'engager en cas de problème lors de l'utilisation des avatars virtuels, et également de pouvoir mesurer les risques potentiels de cette utilisation pour l'audience. Par la suite, de pouvoir avoir un contrôle sur l'avatar virtuel, c'est-à-dire pouvoir avoir la possibilité de désactiver ou de mettre en pause, si besoin, ce système. Par ailleurs, de protéger les données qui seront collectées et également d'édifier en fait l'audience dans la nature en fait de la collecte, les raisons pour lesquelles on collecte ces données-là, en définissant la finalité. Par la suite, en tout cas, c'est déjà mise en fonctionnalité que ce soit sur TikTok ou Instagram, par exemple, si je prends que ces deux réseaux sociaux, où on peut en fait notifier que c'est un contenu qui a été généré par l'IA générative. Donc là également, il y a par exemple des règles sur lesquelles on devrait étiqueter les métadonnées, par exemple, dans le cas des vidéos qui paraissent réalistes, dans des fichiers audio, dans des chansons qui ont été générées à partir de l'IA générative, ou encore dans des voix off qui sembleraient réalistes. Et si on regardait un peu ce qui se passe ailleurs, donc dans le monde, on commencerait par exemple par le Brésil, qui a impuni les avatars virtuels pour la simple raison que depuis 2003, il y a eu, ils ont connu en fait une ambassadrice ici présente dans cette vidéo, qui s'appelle Ludo Magalu, qui a aujourd'hui près de 7 millions d'abonnés sur Instagram. Et elle a été créée dans le but d'humaniser l'expérience d'achat grâce à un storytelling d'entreprise. Et ce qui fait qu'elle est assez attachante, c'est parce que sa personnalité a été inspirée de celle de la fondatrice du magasin, du coup, de la boutique, qui s'appelle Luisa Trajano Donato. Et si on se penche sur l'Inde, c'est utilisé déjà en termes d'escroquerie, c'est-à-dire qu'on utiliserait des visages qui seraient familiers pour pouvoir tromper, manipuler l'audience. En politique, c'est plutôt utilisé de manière positive, car l'Inde est connue pour être un peuple aux multiples langues, et donc ça permet de pouvoir faire des campagnes électorales qui s'adressent aux électeurs enfin, dans la langue dans laquelle ils comprennent le mieux. Et en Corée du Sud, c'est utilisé aussi de manière un peu plus fun en politique. Et ça, c'est le cas de la campagne présidentielle de Yoon Suk-yeol, qui, lui, va se cloner, en tout cas, en avatar virtuel, afin d'avoir une campagne beaucoup plus accessible et beaucoup plus cool, alors qu'on parle de politique. Et au Japon, ça sera aussi tourné sur les mangas, donc sur vraiment ancré dans la culture. Et en Afrique, utilisé dans le cas de l'escroquerie, mais aussi on voit apparaître des influenceurs virtuels. Donc, pour finir, on va un peu revenir sur les chiffres. Donc, il y a déjà un meilleur taux d'engagement que les influenceurs humains. Ça, c'est un peu les données qui sont ressorties de Hype Auditor. Et on voit que ce chiffre est toujours aussi important, même auprès d'influenceurs les plus petits. Par ailleurs, il y a une audience qui est majoritairement féminine, qui est âgée de 18 à 24 ans. Et pour finir, l'audience la plus importante des avatars virtuels est aux États-Unis. Pensez-vous que les startups ont-elles intérêt à intégrer les avatars virtuels IA? Réfléchir à cette question, nous avons un peu fait un SWOT
de l'image de marque. Je l'appelle Soot, mais son vrai nom, en tout cas de ce modèle, c'est le prisme de l'identité qui a été développé par Jean-Noël Capferrer, qui est un Français spécialisé en tout cas dans l'identité de l'image de marque. Et de cette analyse, en fait, nous avons, en tout cas, j'ai pu ressortir trois résultats clés qui sont que l'image de marque qui intégrerait les avatars virtuels serait éternelle, innovante et moins humanisée. Sur le côté éternel, ça serait déjà sur l'aspect qu'un avatar virtuel n'est pas humain, donc il n'a aucun ride. Enfin, en tout cas, si on ne le met pas dans sa description quand on le réalise, mais qui ne vieillira pas. Et donc, on pourra soit le faire évoluer comme un humain ou garder à l'authentique, en fait, ce visuel qui va peut-être évoluer, pardon, en raison de la technologie. Par ailleurs, innovant tout simplement par rapport à la technologie actuelle et par rapport au boom un peu d'avatars virtuels qu'on voit se développer de plus en plus. Sur le plan moins humanisé, c'est vrai que les avatars virtuels auront la capacité de faire vivre la personnalité de la marque en pouvant s'adapter en fait à elle et également à être des ambassadeurs pour pouvoir promouvoir les valeurs de la marque ou encore à pouvoir être là de manière continue à permettre à la marque d'avoir un positionnement international au vu de leur capacité à s'exprimer en plusieurs langues. Également de pouvoir mémoriser l'ensemble des échanges qu'ils ont avec les différentes personnes dans l'audience afin de connaître chaque utilisateur qui entre en contact avec elle. Et par contre, le fait d'utiliser des avatars virtuels contraignent sur le fait qu'il y aurait à ce jour un développement d'une relation homme à machine et en parallèle, il y aurait une potentielle difficulté à ce qu'un humain puisse se refléter dans un avatar virtuel car il n'existerait pas et ne partagerait pas potentiellement les mêmes expériences humaines qu'elle. Et en termes d'opportunités financières et créatives, quand on parle parfois d'argent, on se dit, bon, peut-être on va se lancer dans cette technologie. Donc, au vu des webinaires auxquels j'ai assisté et j'ai eu à poser des questions en termes de budget, j'ai pas eu des réponses claires là-dessus. Par exemple, de dire que on passerait de 1000 à 200, on va plutôt parler en termes de créativité. C'est-à-dire que pour le même budget, aujourd'hui, la créativité est encore poussée encore plus loin. C'est-à-dire qu'une personne qui, oui, peut-être souhaiterait être inclusive, mais est limitée par rapport au fait qu'elle ne peut pas avoir dans son contenu des personnes de diverses régions. À ce jour, cette contrainte, elle est limitée parce qu'elle peut faire créer du contenu dans lequel on pourrait voir apparaître des avatars virtuels de tout genre. On constate également un gain de productivité et là, c'est le cas de l'agence eLive dont j'ai eu également à interviewer, son fondateur qui, déclare qu'aujourd'hui, au vu de leur expertise, sont capables de produire 1000 visuels en 1 heure et pour ce faire, ça leur permet du coup d'être 30 plus rapides avec une qualité améliorée de contenu de 40 et une capacité à gérer 20 des tâches supplémentaires qui vont être plus stratégiques ou opérationnelles. Également, les avatars virtuels en termes de créativité permettent d'humaniser l'identité de la marque. C'est vrai que parfois on a recours à des ambassadeurs et à des influenceurs, mais eux, à ce titre-là, pourraient coûter à une entreprise entre 40 et à des milliers d'euros en fonction de leur portée sur les réseaux sociaux et de leur popularité. Alors qu'il est possible de créer un avatar virtuel à partir de 10 euros si on n'utiliserait que certaines plateformes de génération d'images. En parallèle, les avatars virtuels permettent à offrir à la marque, une image, de marque qui est maîtrisée. Toute façon, à ce jour, selon, voilà, l'étude qui est ressortie, il y aurait à peu près, 70 des Français qui déclarent avoir une mauvaise image, des influenceurs humains. Et donc, qu'en adviendra-t-il de la relation marque-consommateur des startups qui vont se lancer, dans, l'intégration des avatars virtuels? Déjà, il y aurait une baisse, en tout cas, de la relation, interhumaine, c'est-à-dire que l'avatar virtuel sera l'intermédiaire entre
la marque, plus précisément le fondateur d'entreprise ou celui qui gère en tout cas les échanges dans les contenus avec l'audience et les consommateurs. Si on se penche sur Pauline Bousson, que j'ai eu à interviewer, qui est fondatrice d'une start-up, pour elle, la start-up, c'est petit, c'est humain et c'est de la proximité. Et donc, elle ne serait pas forcément favorable à pouvoir intégrer un avatar virtuel dans ses contenus pour l'instant. Et pour Anne Kerdy, qui est à ce jour une avatar virtuelle et qui fait plutôt du branding pardon, territorial, car elle est l'ambassadrice de la Bretagne. Et donc, son créateur, à qui j'ai eu à contacter sur les réseaux sociaux, a répondu comme quoi que c'était Anne Kerdy qui répondait en fait aux messages et aux commentaires qui lui sont adressés et également, c'est elle qui rédige ses posts et non le créateur. Donc, on est réellement dans une relation où il y aurait en fait l'avatar virtuel entre, il pourrait avoir cette relation d'avatar virtuel entre le consommateur et la marque. Également, il y aurait aussi un besoin de transparence qui va être augmenté de la part de l'audience qui souhaiterait forcément ne pas se sentir manipulé ou trompé, donc aura forcément besoin d'être plus averti sur les contenus dans lesquels on voit apparaître les avatars virtuels. Et également de la part des marques, en tout cas des entreprises, de pouvoir euh, éduquer, en tout cas informer l'audience, que ce soit sur des postes réguliers, pour voilà, présenter l'avatar virtuel enfin, en tout cas, en présentant son rôle dans les contenus de marque qui vont être publiés. Et si on se lançait à intégrer l'avatar virtuel, il faudrait déjà voilà, réfléchir par rapport au secteur d'activité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas forcément comment dire, de mots un peu directionnels là-dessus en disant que ce modèle-là serait plus approprié. Ça serait, selon moi, à chaque entreprise de connaître son secteur d'activité, mais aussi son audience pour savoir comment est-ce qu'elle souhaiterait s'engager, en tout cas communiquer avec elle. Selon mes compétences et les outils que j'ai eu à utiliser, j'ai trouvé que j'avais une difficulté, en tout cas, à animer les avatars virtuels qui avaient une apparence moins humaine, telles que les apparences minimalistes ou encore anthropomorphes. Et également, il y aurait un problème de récurrence pour, par exemple, des apparences qui sont minimalistes. Et là, on va passer sur des cas un peu plus concrets que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que on a parfois peur de se lancer là-dessus parce que c'est un peu la crédibilité qui joue. Les avatars virtuels n'ont pas forcément, en tout cas, n'ont pas du tout d'expérience humaine. Et un avatar virtuel qui conseillerait un produit, on se dirait, enfin, est-ce que c'est pas un peu de la manipulation, de la tromperie? Donc là, c'est un peu des cas dans lesquels en fait les avatars virtuels peuvent être utilisés et peut servir à ne pas en fait vraiment avoir un impact énorme sur la crédibilité. Dans les secteurs de la mode, on peut se pencher sur La La Land, qui est une start-up également qui produit des mannequins de collection. Ou encore, on peut se pencher sur La Redoute qui utilise les avatars virtuels pour personnaliser l'expérience client en permettant sur les sites web à avoir des mannequins qui ont différentes formes parce on n'a pas tous la même forme, on a une forme X, H, euh, A ou autre. Et donc, ça serait vraiment de pouvoir avoir un avatar virtuel qui aurait la peau, les différentes couleurs de peau, ainsi que les différentes formes physiques. Et également, les avatars virtuels peuvent être ambassadeurs de marques et ou aussi intégrer des différentes campagnes, telles qu'on a pu le voir là avec Adidas, ou encore humaniser le support client du service après-vente. Dans le cadre de la cosmétique, il y a par exemple le cas de L'Oréal qui, eux, par contre, utilisent
les avatars virtuels dans leur Jane AI Lab. Donc, c'est un peu un laboratoire dans lequel ils génèrent des avatars virtuels dans des contenus qui sont artistiquement élevés. Donc, là, on n'est pas plus sur une démarche produit, mais vraiment sur une démarche du visuel et vraiment aller plus loin dans l'art même de la photographie. Et par ailleurs, on peut également utiliser les avatars virtuels en tant qu'assistant virtuel pour pouvoir accompagner les utilisateurs et également utiliser les avatars virtuels en tant que personne qui pourrait décrire les produits comme présenté là, ici, à droite de l'écran. Et ça, c'est un visuel qui a été ressorti avec Agen qui propose ce type de contenu, mais ça serait aussi également bientôt disponible avec TikTok Symphony Avatar qui va proposer une banque d'avatars virtuels qui pourront être utilisés pour la description des différents produits. Dans le secteur des biens alimentaires, restauration et hôtellerie, on serait plus tourné d'utiliser les avatars virtuels en tant que guide culinaire ou encore ambassadeur de marque ou influenceur, et encore une fois en tant qu'assistant virtuel ou de pouvoir permettre de personnaliser l'expérience client. Et là, on peut se tourner sur le cas de Articode qui a décroché des contrats avec des grands groupes hôteliers afin de pouvoir intégrer dans les hôtels marocains des avatars virtuels qui vont permettre en fait à accueillir les différents clients. Voyons à présent les nouveaux challenges du métier de Brand Content Manager. Et donc, en termes de challenge, déjà, le brand content management, ça va vraiment s'adresser à ces personnes qui vont être en charge de l'édition, de la création, du coup, de contenu de marque. Et en termes de contenu, on va réfléchir d'abord sur dans quel type de contenu est-ce qu'on pourrait intégrer les avatars virtuels. Pour ma part, je trouve que les avatars virtuels en fait, vont mieux être utilisés dans des contenus qui vont être éducatifs et informatifs ou encore des contenus promotionnels, comme on peut voir ici à droite avec dans ce post publié par 10 Minutes English, dans lequel en fait ils ont utilisé un avatar Agen. En termes de défis, il y aurait déjà au fait le fait que les gérants, en tout cas le brand content manager, va devoir gérer des personnes qui n'existent pas, donc gérer des avatars virtuels. Également, devra veiller à ce que l'avatar virtuel, en tout cas que son physique, sa personnalité, son temps de communication, puisse s'aligner avec l'image de marque qu'il souhaite que l'audience puisse percevoir. Ensuite, il y aurait aussi la prise en compte de la complexité technique et de la maturité des outils pour les entreprises, en tout cas, qui souhaiteraient se lancer là-dessus toutes seules. Et également, le challenge par rapport à la créativité que l'on voit de plus en plus accroître avec les différentes possibilités qu'offre l'IA générative en général. Et également, être conscient des risques de surproduction de contenu, parce que oui, c'est assez accessible de produire du contenu avec de l'IA générative. Et on doit juste noter que déjà à ce jour, près de 50% des contenus qui sont produits ne sont jamais utilisés. Et en dernier, les brand content managers pourront soit se former pour pouvoir acquérir des compétences nécessaires ou se tourner vers des experts tels que les agences spécialisées en IA génératif et avatar virtuel pour pouvoir les aider. Finissons cette présentation avec quelques recommandations sur notre intégration dans vos contenus de marque. Donc déjà pour moi, pour conclure, les avatars, en tout cas l'impact des avatars virtuels est vraiment centré sur le côté relationnel parce que c'est vraiment là où ça fait le tout des startups parce que c'est comme Pauline Bousson aussi l'avait dit, c'est petit, c'est humain, c'est de la proximité. Donc le challenge serait vraiment tourné autour de ce côté relationnel où les avatars virtuels de ce fait deviennent des intermédiaires entre la marque et le consommateur. Pour aider les entreprises qui souhaiteraient tout de même se lancer là-dessus, donc j'ai établi un peu des recommandations dans lesquelles il y a différents points pour les aider de ce fait
apprendre à essayer de mettre du mieux qu'ils peuvent en œuvre cette intégration-là. Donc, on commencera déjà par définir un périmètre. Donc, le périmètre comprendra toutes les réflexions qui vont se tourner autour du pourquoi. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on aimerait, on souhaiterait intégrer un avatar virtuel dans les contenus? Quelle est la cible? Est-ce que notre cible actuelle sera peut-être intéressée par ces types, en tout cas, de contenus de marque? Et également, quel budget sommes-nous prêts à allouer pour ce type de contenu? Est-ce que dans l'équipe, y a-t-il des personnes qui sont assez compétentes pour pouvoir gérer et créer ce type d'avatar? Et quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes face dans la transformation digitale de ces avatars virtuels dans les contenus de marque? Et ainsi, on va du coup réfléchir sur quel type d'avatar virtuel est-ce que l'on souhaiterait avoir, quel est le niveau de contrôle, c'est-à-dire en termes d'approbation et de gestion en fait, de l'avatar virtuel pour être sûr qu'elle s'aligne avec l'image de marque. Également, choisir sur quel poste, en tout cas sur quel support, média, devoir les intégrer. Par la suite, pouvoir également inscrire l'avatar virtuel dans un cadre juridique et éthique pour qu'elle soit protégée, en tout cas par la marque, mais également qu'elle puisse aussi ne pas être créatrice, en tout cas, de catalyseurs, si je peux aussi le dire comme ça, des stéréotypes ou des situations un peu envenimeuses dans la société. Également de pouvoir, créer en fait un univers qui sera sécurisé et qui va pouvoir respecter les données privées, lors de l'interaction, que les avatars virtuels auront avec l'audience. De pouvoir également, veiller au bon fonctionnement du coup en assurant des contrôles fréquents. En parallèle, en termes de marketing digital, donc là, on va vraiment être sur le déploiement de l'avatar virtuel dans les réseaux sociaux ou dans les autres supports médias digitaux que la marque aurait choisi. Donc, pour ma part, pour moi, dans ce cadre-là, je partirais plus dans le 90-10, c'est-à-dire que 90% de visuels humains et 10% de visuels dans lesquels on y voit apercevoir des avatars virtuels pour la simple raison que déjà c'est une démarche à faire petit à petit, pas à pas, mais aussi pour ne pas perdre en fait l'atout premier des startups qui est en fait leur proximité avec les audiences. Et également pouvoir aussi être transparent envers l'audience, comme je l'ai expliqué dans les lignes un peu plus tôt. Et pour ensuite s'engager également dans une démarche RSE, c'est-à-dire déjà faire régulièrement du social listening pour être, comment dire, conscient en tout cas et à l'écoute de son audience pour pouvoir ajuster l'avatar virtuel et peut-être ne même plus l'utiliser dans les cas peut-être qui sont extrêmes. Et également de pouvoir adopter les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental du numérique en faisant par exemple de l'upcycling, c'est-à-dire réutiliser des images en fait qui seront déjà générées par l'intelligence artificielle et de pouvoir adresser des messages qui vont être différents. Et pour finir, de définir en fait une personne qui sera responsable, donc de soit mettre des disclaimers ou au contraire de pouvoir en fait prendre en compte les risques menés lors de l'utilisation. Merci de votre attention. Nous espérons que cette présentation de mon univers vous a intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions à Bénédicte. Merci.